Donc, bienvenue à cette rencontre par votre Union régionale des SCOP et des SIC de l'Île-de-France, du Centre Val-de-Loire et des territoires d'outre-mer, qui est organisée avec le cabinet Esper et votre Confédération générale. Donc, on les remercie vivement, on est très contents de leur contribution. Donc, c'est la troisième rencontre du groupe d'échange de pratiques pour une transition écologique de notre Union. Pour mes mots, la première rencontre était plutôt pour les acteurs de cette transition qui ont défini un programme d'information concrète pour une transition donc par des coopératives pour des coopératives. La deuxième rencontre était une introduction sur les différentes modalités possibles pour une transition écologique. Aujourd'hui, on va parler d'une de ces modalités qui est le bilan carbone. Pour info, pour la suite, il y aura une prochaine rencontre le 2 juillet à 10h sur une autre modalité pour une transition écologique qui concerne l'employeur ProVélo par les amis de la course cyclette. Et en septembre, il y aura une nouvelle rencontre entre les acteurs de cette transition avec aussi la CRES qui présentera des outils qu'elle propose aux acteurs de la transition. Et puis avec ces acteurs, l'objectif sera de définir un nouveau programme d'information concrète pour une transition par les coopératives et pour les coopératives. Donc, il y a déjà l'idée de l'éco-conception, l'idée d'échanger avec des licornes, et puis d'autres idées seront bienvenues. Si vous avez à en proposer, n'hésitez pas à la fin de cette rencontre. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est la rencontre sur le bilan carbone par le cabinet Esper et la Confédération générale. Donc, je leur laisse la parole et je vous souhaite une bonne rencontre. Bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui vais faire la petite introduction et donc on va faire la présentation à trois. Donc Lilith et Jean-François se présenteront peut-être également. Je me présente personnellement, puis je vous laisse vous présenter peut-être Jean-François, Lilith, avant de faire vraiment l'introduction. Donc moi je suis Amélie Raphaël, je suis directrice administrative et financière à la Confédération générale des SCOP. Depuis presque 3 ans, ouais, 2 ans et demi, et depuis assez longtemps dans le mouvement, puisque j'ai rejoint le mouvement en 2000 lors de la création d'une SCOP en Picardie, à Compiègne. Jean-François, Lilith, peut-être je vous laisse vous présenter également, c'est pas mal avant de démarrer le sujet. Très bien. Je prends la main, Jean-François, bonjour à tous. Jean-François Filot, donc je suis le dirigeant et le cofondateur de la SCOP Esper, qui est basée en région Centre Val-de-Loire. Le siège est basé en Loire-et-Cher, mais on est également à Paris, Nantes et Bordeaux et Dakar. On est un bureau d'études en RSE, climat, économie circulaire, et on fête cette semaine nos 20 ans. Et il y a 20 ans, on était, je crois, la première SCOP de conseil en RSE. Enfin, on a été deux à se créer à peu près en même temps. Il y en a une qui n'est plus là, mais depuis, on a plein d'autres. Mais voilà. Je laisse la main à ma collègue Lilith. Oui, donc bonjour, donc moi j'appelle Lilith Thuel. J'ai rejoint le cabinet Esper il y a à peu près un peu plus de 3 ans. Et au quotidien, je travaille sur des bilans carbone, les stratégies bas carbone et un peu de RSE et d'économie circulaire. Voilà. Merci, et on a eu Lilith. la chance d'accompagner la CGSCOP il y a pas longtemps. Voilà, c'est tout à fait, c'est l'objet de la présentation. Donc, en effet, à la demande de Caroline pour l'UR, Caroline avait eu vent que la Confédération s'était pliée à cet exercice du bilan carbone en demandant le soutien du cabinet Esper. Et donc, je vais peut-être replacer un peu les raisons pour lesquelles on a fait ce choix de faire un bilan carbone, et puis on verra à la fin ce que ça a pu produire. Peut-être vous rappeler alors quand même un peu les missions de la Confédération, même si vous les connaissez, parce que je pense qu'elles sont importantes à comprendre, parce qu'elles peuvent générer ensuite comme spécificité ou contrainte dans un bilan carbone. Donc la Confédération, c'est une
évidemment une structure associative, c'est la tête du réseau du mouvement des SCOP et des SIC. Souvent, les coopératives connaissent de manière plus quotidienne leur réunion régionale, mais c'est l'ensemble du réseau qui travaille ensemble. Souvent, vous nous connaissez, nous, plutôt pour nos appels de cotisation, pour un certain nombre de sujets de coordination. Les missions de la Confédération, donc on est 35 personnes à Paris, dans le 17e, rue des Épinettes. On aura l'occasion, je pense, de parler de notre bâtiment. La mission de la Confédération, c'est évidemment de représenter le mouvement auprès des pouvoirs publics. Mais il y a aussi une mission de coordination de l'ensemble du réseau, de coordination politique, puisque c'est aussi notre équipe qui organise l'ensemble des instances nationales, et elles sont nombreuses, évidemment, congrès, vous avez peut-être participé au congrès de Rennes en 2022, mais aussi les directions nationales, conventions nationales, le bureau, l'ensemble de l'exécutif, tout ce qui permet d'avoir une coordination politique dans le mouvement. Et puis, on a un rôle de mutualisation sur l'ensemble de notre mouvement, plus opérationnel, puisqu'on porte des services qui sont mis à disposition de l'ensemble des unions régionales et de l'ensemble des coopératives SCOP et SIC adhérentes. J'en cite quelques-uns, mais qui peuvent évidemment vous parler. Donc, on porte notamment des outils financiers nationaux. Donc, on gère des outils financiers, Socoden en particulier, Sophiscope, etc. On a un service juridique spécifique, évidemment, qui vient accompagner les délégués qui eux-mêmes vous accompagnent au quotidien sur les questions juridiques, essentiellement de droit coopératif. On a aussi un service de formation qui se développe avec des actions de formation auprès des délégués. Il y a à peu près 230, 250 délégués si on regarde l'ensemble, enfin salariés, si on regarde l'ensemble du mouvement, CGSCOP, UR et Fédération. Et donc toute cette population, elle a aussi besoin d'avoir un tronc commun de formation. Donc on anime toute cette partie de formation et une partie des formations auprès des coopératives qui sont, elles, menées par les unions régionales également. Et puis on a aussi une dimension depuis quelques années importante. On porte le système d'information de l'ensemble du réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est notre direction du système d'information qui assure l'ensemble des outils informatiques de l'ensemble de nos 230 permanents du mouvement. Et puis évidemment, il y a toute la dimension financière, notamment j'évoquais les cotisations. Donc voilà le travail de nos 35 salariés. Alors j'ai un peu exclu, on porte aussi un programme sur l'outre-mer en accord avec l'Union régionale Île-de-France, c'est-à-dire que les salariés qui accompagnent les coopératives ultramarines sont portés par la Confédération. Et je me permets de le citer parce que c'est un point évidemment important d'un début de bilan carbone, c'est d'identifier le périmètre sur lequel on va étudier cela. Et donc, par exemple, on a décidé, nous, d'exclure l'activité du programme Outre-mer, qui est plus une activité qui est portée, mais qui est plus une activité d'union régionale. Et voilà, c'est aussi une de nos activités aujourd'hui avec 4 salariés en Outre-mer. Voilà, j'essaie de présenter un peu, évidemment, on répondra aux questions s'il y en a. Alors, pourquoi on a décidé de faire un bilan carbone? Il y a deux raisons principales. D'une part, le mouvement s'est engagé fortement depuis le congrès de Rennes en 2022 sur la transition écologique, puisque c'est un des axes forts du texte d'orientation qui a été voté alors. Et donc, il nous semblait assez pertinent qu'en termes de crédibilité, la Confédération essaie aussi de déployer un outil, et donc on a fait le choix du bilan carbone. Donc c'est une question de crédibilité pour la Confédération. C'est aussi une question de compétences internes, puisqu'évidemment, là, on a pensé que c'était de se mettre au travail nous-mêmes. C'était une bonne manière de monter en compétence l'ensemble de l'équipe sur ce sujet. Et puis, on a aussi pensé que notamment la méthodologie qui était utilisée pour le bilan carbone pouvait être un outil d'engagement de notre équipe d'un point de vue plus de la gestion de la ressource humaine ou de la motivation des équipes, presque du team building. Il nous semblait que pouvoir réunir l'ensemble de notre équipe autour de ce sujet-là, avec cet outil,
était aussi un bon levier en termes d'animation de notre équipe. C'était quelque chose d'important. Et c'est la raison pour laquelle, dans la méthode, le pilotage du bilan carbone a été confié non pas à une seule personne qui aurait fait ça avec le cabinet expert dans son coin, mais avec un comité qu'on a créé transversal dans l'équipe de la Confédération, qui s'appelle le comité de pilotage environnement de travail et qui gère tous les sujets un peu transversaux autour de l'environnement de travail. Et il nous a semblé que c'était intéressant de rattacher ce travail sur le bilan carbone et sur les actions qui en découlent sur ce comité de pilotage qui s'occupe à la fois de la gestion de notre bâtiment, mais aussi du bien-être des personnes qu'on y reçoit, salariés ou coopératifs, coopérateurs, et qui évidemment s'occupe aussi maintenant de toute cette dimension environnementale. Je vais laisser la parole à Jean-François et Lily qui nous ont accompagnés sur tout ce trajet parce qu'ils vont pouvoir vous montrer plus en détail la démarche. Et puis, on verra ensuite, je reprendrai éventuellement la conclusion pour voir où ça nous a mené et les perspectives. Merci. Je pense que s'il y a des questions, alors on a plutôt prévu des questions, Caroline, à la fin, je crois, en termes d'animation. Néanmoins, s'il y a des problèmes s'il y a des problèmes de compréhension, enfin, je pense, Jean-François, Lilith, s'il y a des mains qui se lèvent, et puis on peut regarder la conversation écrite aussi. Si jamais il y a des problèmes de compréhension, il ne faudrait pas qu'on loupe quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Ok. N'hésitez pas. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. On voit très bien ton écran. Super. Parfait. Merci Amélie. Donc, alors moi je vais reprendre la main et je la laisserai ensuite à Lilith. Juste peut-être au-delà des motivations qui ont été évoquées par Amélie pour expliquer les raisons pour lesquelles la Confédération s'était engagée dans cette démarche. Je voudrais juste ajouter que cette démarche a été engagée de manière volontaire par la CGSCOP. Et rappeler donc, que toutes les entreprises de plus de 500 salariés sont obligées depuis 2012 sont obligées de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre depuis près de 12 ans et que c'est le prérequis d'une démarche climat plus large et d'un plan de transition climat à la fois sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur l'adaptation aux conséquences du changement climatique, notamment à travers la nouvelle directive européenne CSRD. Alors, mais en tout cas, le bilan carbone est le prérequis. Donc obligation réglementaire pour les plus grosses entreprises. En revanche, dès lors qu'on est moins de 500 salariés, on peut bénéficier d'aide financière, et c'est la raison pour laquelle vous voyez BPI France affiché sur votre écran. Donc, l'accompagnement CGSCOP a fait l'objet d'une subvention de la part de BPI. C'est la raison pour laquelle on évoque, on a mis le logo en haut à gauche. Voilà, alors, c'est parti. Donc, donc, je te laisse passer, voilà, merci. Dans le cadre de cet accompagnement et de cette subvention, alors derrière les incitations de BPI et de l'ADEME, il y a la nécessité de sensibiliser. Alors, peut-être qu'autour de la table, tout le monde est sensibilisé, donc on va passer très vite là-dessus dans tous les cas. Alors, je vous apprends, je vais vous donner un scoop, c'est qu'il y a une augmentation moyenne des températures, mais j'espère que tout le monde est au courant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir, à tous les niveaux, et il y a un site qui est proposé par Météo France qui s'appelle Climat HD, qui vous donne l'augmentation des températures moyennes dans votre région et dans votre ville, et les projections sur les prochaines années. Voilà, mais globalement, depuis 60-70 ans, on a déjà vécu plus 1,5 degré par rapport aux températures qu'il y avait au milieu du siècle dernier. Donc, il fait de plus en plus chaud.
Alors, peut-être pas au mois de mai 2024, mais globalement, en tout cas, la tendance est là. C'est la même dans le monde. Il y a des projections qui sont faites par le GIEC que vous devez aussi tous connaître, avec les rapports d'experts qui sont publiés régulièrement, donc avec des scénarios plus ou moins catastrophiques, hein, qui sont basés sur des tendances par rapport aux réglementations qui vont être mises, au fait d'aller dans le sens de l'accord de Paris ou pas, à l'évolution démographique des pays, aux évolutions économiques et ainsi de suite. Donc on a un panel de scénarios plus ou moins catastrophiques, mais bon, globalement, on n'est quand même pas forcément très bien parti. Mais on va passer à la slide suivante. L'effet de serre, on va passer 3 secondes, mais juste quand même pour vous expliquer quand on parle de bilan carbone, alors on parle de bilan carbone parce qu'il y a quelques années, les scientifiques se référait à l'élément, à l'atome de carbone pour calculer les émissions de gaz à effet de serre. Là, aujourd'hui, on se réfère plutôt à la molécule de CO2 et on va tout comparer par rapport au CO2. Donc, vous avez en tête qu'il y a un certain nombre de gaz qui ont la capacité de réchauffer l'atmosphère, donc qui sont des gaz à effet de serre, et ils ont 2 caractéristiques, ces gaz-là. D'une part, ils ont la capacité de renvoyer de retenir une partie de la chaleur, donc de renvoyer les infrarouges, les petites flèches qu'on voit là vers la Terre et les océans. Donc c'est le cas du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote et d'autres gaz, donc qui ont cette capacité à faire ce qu'on appelle du forçage radiatif. Ils forcent les rayons infrarouges à repartir vers l'atmosphère, et donc ça réchauffe l'ensemble. Donc ça, c'est leur première caractéristique. Et leur deuxième caractéristique, c'est d'avoir une durée de vie plus ou moins longue dans l'atmosphère. Et donc, pour pouvoir comparer des choux et des carottes, pour pouvoir comparer le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et ainsi de suite, on va rapporter tout à un indice, à un critère qui est la molécule de CO2. Et on va pouvoir ainsi comparer tous les gaz à effet de serre et pouvoir faire ce qu'on appelle une équivalence et un CO2 équivalent. Donc c'est ce qu'on appelle les pouvoirs de réchauffement global. Donc chaque gaz a un pouvoir de réchauffement global. Et on va comparer tout ça au CO2 et ça va nous permettre d'avoir un indicateur. Alors c'est ce qui est très très bien parce que on a un seul indicateur qu'on peut piloter assez facilement, et comme le disait Amélie, ce qui est intéressant pour une entreprise, c'est de pouvoir piloter ça, d'avoir un indicateur. Le corollaire, c'est que ça peut être entre guillemets aussi simpliste, c'est-à-dire qu'on va se focaliser uniquement sur un sujet environnemental qui est le carbone, le CO2, et potentiellement avec des effets pervers qu'il s'agira de bien identifier sur des questions de biodiversité ou de pollution ou autres sujets environnementaux. J'ai fait une sensibilisation au climat en 3 minutes, mais c'était le passage obligé, mais on n'a pas le temps et c'est pas forcément le sujet. Alors, donc derrière ces histoires d'indicateurs monocritères, donc et de carbone, il y a des outils qui ont été mis en place il y a une vingtaine d'années. Donc alors j'ai eu la chance d'être formé à l'époque où il y avait un prof qui s'appelait Jean-Marc Jancovici, qui est aujourd'hui un peu plus connu qu'il y a 20 ans. Alors, je fais son boulot parce que je suis aujourd'hui formateur donc, pour former des gens au bilan carbone. Donc, il y a quelques méthodes qui font référence. Alors, en France, c'est la méthode bilan carbone. Au niveau international, c'est plus le GHG protocole. Mais globalement, ce sont des méthodes qui se ressemblent et on peut passer relativement facilement de l'une à l'autre. Et puis, il y a aujourd'hui une norme internationale qui encadre tout ça, l'ISO 14064-69, qui encadre la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça se professionnalise et il y a de plus en plus d'éléments, d'apports scientifiques, de retours d'expérience qui permettent de passer de quelque chose qui était assez flou
il y a encore quelques années et qui se fiabilise de plus en plus. Voilà. Donc le bilan carbone, c'est une méthode qui est basée donc sur des normes internationales dont je viens de parler, qui va permettre d'évaluer, de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, sachant qu'il y a aussi d'autres méthodes pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'un produit. Hein. Mais là, on n'est pas sur la comptabilité carbone d'un produit, on est sur la comptabilité carbone d'une organisation, que ce soit une entreprise, une association ou autre. Et donc, l'objectif, c'est de calculer l'impact carbone, l'impact climatique, et d'identifier les principaux postes émetteurs de gaz à effet de serre pour derrière se focaliser sur des actions qui vont être les plus pertinentes possibles par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qui ont été générées. Voilà. Alors, le principe général de calcul, il est relativement simple. Hein, c'est-à-dire qu'on va pas venir avec des outils de mesure. On va se baser sur vos données, sur les données qui existent déjà dans l'entreprise. Alors, s'il n'y a pas ces données-là, on va essayer de les évaluer, de faire des estimations, de poser des hypothèses, et on va donc récupérer des tonnes, des kilomètres, des kilowattheures, des mètres cubes, tout ce qu'on peut pour transformer ça en gaz à effet de serre. Alors, idéalement, on part sur des données physiques. Donc, c'est-à-dire que le bilan carbone, c'est avant tout une évaluation des flux de matière et des flux d'énergie. Donc alors, si on n'a pas les flux de matière et les flux d'énergie, on fera des estimations à partir de flux monétaires. Mais l'objectif, c'est avant tout de partir sur des flux de matière et sur des flux d'énergie. Et on va les traduire en CO2 avec ce qu'on appelle des facteurs d'émission, qui nous permettent de dire que un ordinateur, c'est tant de CO2 par unité, 1 kilomètre en voiture ou en avion ou en train, c'est tant de CO2, et ainsi de suite. Et donc, avec ces séries de multiplication, on va pouvoir faire la somme de l'impact carbone qui est généré par les activités d'une entreprise ou d'une structure telle évidemment que la Confédération Générale des SCOP. Alors, avant de laisser la main à Lilith, qui a été dans le volet opérationnel avec la Confédération, donc il y a donc tout un processus qui est encadré, alors soit par l'ADEME, là dans le cadre de cette mission, on était dans des figures qui sont imposées par BPI France, c'est-à-dire que voilà, ça reste assez classique, hein, on cadre l'étude, on définit le périmètre, on collecte les données, et on va ensuite traduire tout ça en émissions de gaz à effet de serre, et construire un plan d'action derrière. La particularité de BPI, c'est qu'il y a un attendu en termes de mise en transition de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son bilan, une fois qu'on a pris une image à un instant T, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, voilà, comment on met en transition. Et comme le disait Amélie, c'est souvent une façon de... ça peut être une façon d'amorcer, de fédérer, d'engager des équipes et de les embarquer sur des sujets plus larges en lien avec la transition énergétique et plus globalement la RSE. Je te passe la main, Lilith. Rebonjour. Moi, je vais vous présenter les différentes étapes qu'on a suivies, enfin, que vous avez sous les yeux, qu'on a suivies avec CGScope pour la réalisation de leur bilan carbone. Donc, on a commencé par une phase de cadrage. Donc, le but du cadrage, c'est de définir les modalités du projet, donc de définir les différents périmètres. Donc, on s'est basé sur l'année 2022, qui était à l'époque le dernier exercice comptable clos. Et on a calculé les émissions scope 1, 2 et 3 significatives, qui sont une des modalités de direct décarbonation. Donc, il faut prendre en compte l'ensemble des activités prises en compte par CGScope. Le but du cadrage, c'est un peu de mettre à plat, c'est de comprendre l'activité. Donc, ce qu'on fait en général, c'est une cartographie des flux. Donc, vous avez un exemple assez générique sous les yeux. Donc, au centre, vous avez l'entreprise ou l'organisation. On va regarder l'ensemble des consommateurs
du site. Et après, on va regarder tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et tout ça, tout ce que vous voyez, ce sont des postes d'émission. Et c'est vraiment assez large. On prend en compte les déplacements, tout ce qui est les achats qui rentrent, les produits qui sortent, le fret, etc. Donc ça, c'est une cartographie un peu générique, plutôt axée entreprise, parce qu'on parle de produits vendus. On est passé rapidement sur les scopes 1, 2, 3. Scope 1 et 2, c'est ce qu'on appelle les émissions directes. Hein, donc, c'est les émissions qui sont physiquement générées par votre activité. Donc, il y a potentiellement des flux de gaz à effet de serre, des émissions de CO2 physiques directement sur vos sites. Et le scope 3 sont les émissions indirectes. Ce sont les émissions qui sont induites en amont, par exemple, par vos achats, et en aval par des déplacements ou par l'utilisation de produits. Donc, ça fait un peu là-dessus. Donc, avec CGScope, on a défini leur cartographie à eux. Donc, on retrouve les mêmes codes que précédemment, donc tous les différents postes d'émission. On va bien sûr prendre en compte scope 1, 2 et 3. Mais la particularité de cette cartographie, c'est qu'on a distingué deux grands groupes d'émissions. Une première qui sont un groupe d'émissions liées aux activités tertiaires de CGScope. Donc là, c'est dû au fait qu'il y a des gens qui travaillent dans des bureaux, qui viennent au travail, qui utilisent des ordinateurs et qui se chauffent. Donc ça, c'est un groupe d'émissions qu'on a appelé bâtiment des épinettes. Donc épinette étant l'adresse de CGScope Paris. Et un deuxième grand groupe d'émissions qui est plutôt lié au cœur d'activité, à l'animation du réseau, enfin, la coordination du réseau des scopes. Et donc là, c'est tout ce qui est l'organisation d'événements et la mise à disposition d'outils. Donc, gardez en tête cette distinction, ces deux grands groupes, ce qui vont servir un peu de fil rouge tout au long de la présentation. Donc, après la phase de cadrage, on a fait une réunion de lancement, une phase de collecte qui a duré plusieurs mois et où il y a eu plusieurs échanges avec CGScope pour valider les hypothèses, travailler sur des documents et traiter les données. Pour obtenir les résultats que vous avez sous les yeux. Donc CGScope, c'est un peu moins de 500 tonnes de CO2 en 2022. Donc vous avez plusieurs équivalents, donc c'est à peu près les émissions annuelles de 44 Français. Et après, on a déterminé des indicateurs, des ratios, donc un peu classiques sur le budget et les employés. Mais on a aussi fait des ratios propres à l'activité de CGScope. Et donc, c'est 154 kg de CO2 par société coopérative du réseau, dont j'imagine une grande partie d'entre vous font partie. Donc, on a le résultat final, donc 496 tonnes de CO2. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se poser la question de d'où viennent ces émissions et de comprendre ce qui les génère. Et donc, on a observé qu'un tiers des émissions sont liées à l'activité tertiaire de CGScope et 2 tiers liés vraiment à leur cœur d'activité et à la coordination du réseau. Et on va rentrer plus en détail après, mais dans les deux cas, le poste majoritaire, ce sont les entrants, à 70% pour les deux, à peu près. Alors, si on fait un zoom sur l'activité de bureau, donc sur le bâtiment des épinettes, donc les entrants, c'est le poste majoritaire, mais on a aussi regardé l'inventaire de matériel informatique, de mobilier et matériel de bureau, donc pour 15% de l'impact global. On a regardé les factures d'électricité et de gaz frigorigène. Donc, on a 9% pour le poste énergie hors énergie. Et après, on s'est focalisé sur les déplacements, en particulier déplacements des employés avec le domicile travail et professionnel. Et on s'est intéressé, mais c'est un impact assez faible, aux visiteurs du site des épinettes, puisque les épinettes, c'est un lieu d'accueil, il y a un espace de coworking. Et donc, pendant un mois, il y a eu un suivi des visiteurs sur le site. Et si on fait un focus sur les intrants, on se rend compte que c'est principalement des achats de services avec des frais de gestion assez classiques pour une organisation, tout ce qui est assurance honoraire, de la téléphonie informatique. Et pour 14%, en dessous, c'est tous les services qui demandent un petit peu de matériel avec l'entretien des locaux ou du papier, de l'impression. Et voilà, donc vous avez un peu une idée.
Lily, tu peux me permettre de t'interrompre parce qu'on a eu 2 questions J'ai vu, par écrit. j'ai vu qu'il y avait des questions. Voilà. La deuxième, je pense que tu as répondu avec cette slide. Donc, Voilà. sauf si Stéphanie veut plus de précision, c'était que comprennent les intrants, parce que du coup, c'était pas précisé sur la slide précédente. Par contre, il y a une question de Kelly sur comment est calculé le taux Ouais. d'incertitude de 34%. Je pense que ça peut être intéressant peut-être de revenir sur cette... J'étais en train d'y répondre par écrit, mais on peut le faire en direct. Très bien. Donc l'incertitude en bilan carbone, elle est de 2 ordres en fait. Il y a une incertitude sur le facteur d'émission, c'est-à-dire que on a fait des calculs en disant par exemple, eh bien, un ordinateur, je dis n'importe quoi, c'est 100 kg de CO2, mais ça va être 100 kg de CO2 plus ou moins 20%. Parce que ça dépend par qui a été fabriqué l'ordinateur, où il a été fabriqué, et ainsi de suite. Donc on a une incertitude sur le facteur d'émission en tant que tel, c'est-à-dire sur notre capacité à transformer une donnée en CO2, et on va aussi avoir une incertitude sur les données. C'est-à-dire qu'on va par exemple poser des hypothèses en disant 50% des gens viennent en métro, alors un peu plus dans le cas de la CGScope, mais 50%, plus ou moins 10%. Hein, donc on va travailler sur l'incertitude à la fois des données qu'on reçoit et des facteurs d'émission qui nous permettent de traduire ça en CO2. Et au final, on a un taux d'incertitude qui peut être relativement élevé. Mais l'objectif, c'est d'avoir une vision qui peut-être va être un peu floue, mais en tout cas d'avoir identifié les gros paquets sur lesquels on va pouvoir travailler derrière. Et tout l'objectif de refaire son bilan carbone d'année en année, c'est justement de pouvoir, pour bien sûr, réduire le résultat global, mais aussi travailler sur cette incertitude et d'aller toujours plus loin dans les données, la précision des données collectées et affiner un peu l'ensemble des résultats. Donc, on a essayé de faire un petit zoom sur les déplacements domicile-travail. Donc, c'est pas un poste qui a... c'est pas le poste le plus impactant du bilan carbone, mais c'est un peu une étape incontournable du bilan carbone. Donc, au tout début, on a lancé une enquête domicile-travail auprès des différents employés et on a pris en compte les déplacements multimodaux, les postes du midi, le télétravail, etc. Et vous avez les résultats sous les yeux. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la voiture représente 17% des kilomètres parcourus, mais elle représente plus de 84% des émissions totales des déplacements. Donc, on se rend bien compte que les différents modes de transport n'ont pas forcément le même impact, donc c'est pas les mêmes facteurs d'émission, la voiture étant beaucoup plus importante. Alors, ça, c'était pour la partie épinette, donc activité de bureau. Et là, on va passer à la partie coordination du réseau et donc mouvement des scopes. Donc, pour rappel, 2 grandes activités, l'organisation d'événements. Donc, vous en avez peut-être sûrement déjà entendu parler de certains, donc la Convention nationale, l'Agora, les différentes instances de la direction nationale, l'Université des permanents et d'autres formations. Et donc, Amélie en a parlé, la mise à disposition d'outils et de logiciels. Et donc là encore, les intrants sont composés majoritairement de services. Donc là, on n'a pas remis le détail, mais c'est principalement la réalisation de vidéos, l'achat d'espace presse, l'informatique ou des frais de gestion, prestation de services. Et on a fait un petit focus sur l'hébergement et la restauration, parce que là, on n'a pas utilisé les dépenses, on est plutôt allé calculer le nombre de repas et le nombre de nuitées. Et donc, ce qui a permis de vraiment distinguer cette partie-là. Ensuite, il y a des immobilisations pour 7%. Et pour un quart des émissions, c'est les déplacements des visiteurs. Donc, les visiteurs pour les événements organisés. Là, il y a un gros travail qui a été réalisé dessus. L'idée, ça a été de vraiment lister les différents événements et de les caractériser, de trouver où ils sont réalisés, combien de fois par an, combien de participants. Et ensuite, il y a eu tout un jeu d'hypothèses pour estimer d'où viennent les participants et comment ils viennent aux événements. Et donc, ça a été un gros travail qui a permis de trouver 1200 visiteurs en tout, 668 000 km parcourus et majoritairement en train pour près de 60%. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est de noter que même si la voiture et l'avion contribuent, enfin, il y a moins de kilomètres parcourus en avion et voiture, mais pourtant, ce sont ces 2 modes de transport qui pèsent le plus dans les émissions totales, contrairement au train qui est à 3%, comme vous pouvez le voir sur le graphique.
Donc, à la fin donc on a fait la restitution des résultats et suite à ça, on a fait 4 ateliers thématiques pour déterminer des pistes d'action. Donc, il y a un premier atelier qu'on a un peu transversal, qu'on a intitulé Exemplarité. Et après, il y a eu 3 autres ateliers sur la gestion des bâtiments, sur l'événementiel et sur la capacité d'influence. Et donc, à la fin de la journée, tous les 4 groupes ont pu restituer en plénière les différentes idées qu'ils ont trouvées. Il y a eu des échanges, et il y a eu un vote des différentes les plus intéressantes. Et après, il y a eu un travail qui s'est prolongé sur quelques semaines ou quelques mois sur comment on peut justement un peu concrétiser ces pistes d'action et les transformer en fiches actions, où là, on va un peu plus loin en définissant des responsables, des indicateurs et des étapes. Et voilà, vous avez sous les yeux le résultat de ce travail sur le plan d'action. On retrouve bien les 3 thématiques que je vous ai présentées, sachant que exemplarité est un peu diluée dans ces 3 groupes. Et je vais laisser la main à Amélie pour en vous en parler. Merci Lily, tu vas être assez courte parce que pour laisser du temps d'échange, parce qu'effectivement, peut-être pour dire des éléments sur ce qui s'est passé avant le plan d'action, toute la démarche et puis ce que ça produit après. Donc peut-être vous dire que finalement, on s'est un peu plongé dans l'inconnu quand on a démarré ce travail. On n'avait pas, on avait des enjeux qui étaient, je dirais, plus assez généraux. On ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait arriver. Et on a eu là une démarche qui a été très cadrée, qui demande du temps. Enfin, c'est vrai qu'il faut du temps, mais néanmoins, comme les choses étaient, enfin, vous l'avez vu, avec des étapes très cadrées, l'effort finalement fourni par l'ensemble de l'équipe nous a pas semblé surdimensionné et surtout, on n'a jamais été en difficulté de compétences. Ça, c'est quelque chose pour nous qui était important pour engager les salariés. C'est-à-dire que même si le sujet est complexe et qu'on est évidemment loin d'être des experts du bilan carbone, on n'a pas du tout été confronté à des difficultés voilà, de compétences ou d'incapacité à faire. Il y a toujours eu des solutions qui ont été trouvées. Bon, on a parlé des incertitudes tout à l'heure. Enfin voilà, il y a toujours une manière d'avancer. Et donc, finalement, les choses se sont bien déroulées. Et au contraire, ça a plutôt augmenté nos compétences. Et notamment parce que alors le gros enjeu, c'est l'accès aux données, mais néanmoins, en travaillant à la fois sur des données quantitatives, mais aussi sur la capacité de récolter des données qualitatives. Il y a un énorme travail du cabinet derrière pour transcrire des données plutôt qualitatives liées à des entretiens en évaluation de carbone. Et aussi sur la première partie de la démarche, avant de rentrer sur le plan d'action, ce qui a été aussi important pour nous, c'est de voir émerger dans ce travail finalement la spécificité de notre activité. Bon, on a une activité qui est globalement plutôt tertiaire, donc c'est pas nos organisations qui sont nécessairement les premières à travailler sur la question de l'impact carbone, hein, par rapport à des producteurs ou à de l'industrie, des activités qui ont par définition des process de production qui émettent plus de carbone ou d'équivalent carbone. Mais voilà, on a vu qu'on avait pu dégager, je sais ce que Lilith a montré, à côté de la question du bâtiment et qui est très classique dans le tertiaire, on a pu vraiment faire travailler l'ensemble de l'équipe sur le cœur de sujet, l'activité même, donc ce qui a conduit à la construction de ces trois axes particuliers. Tout ça, toute cette partie-là, en fait, c'était le travail le plus facile, je pense, parce qu'il a été largement fait par le cabinet qui nous a accompagnés. Et je pense que pour nous, clairement, c'est au moment où on a commencé à travailler sur le plan d'action. Et heureusement que la démarche prévue là, nous a mis le pied à l'étrier sur ce plan-là. C'est maintenant, en fait, que les choses sont beaucoup plus difficiles. Donc, il faut, voilà, on ne nous tient plus par la main. Et il faut continuer à avancer. Donc, je vous ai évoqué
comité de pilotage environnement de travail. Donc, on a décidé d'avoir, certes, un plan d'action, bon, là, qui est synthétisé, hein, Lilith, hein, puisqu'évidemment, après, on a derrière chacune une fiche action qui a été bien décrite avec des objectifs, des indicateurs, des timings, etc. Donc, on a vraiment tout ce plan d'action qu'on est en train de travailler et dont la clé pour moi était que le plan d'action ne soit pas un plan d'action distinct, mais on a fait le travail de réintégrer l'ensemble de ces actions dans les plans de travail de chacune de nos équipes. Donc notamment, il y a évidemment quelque chose d'extrêmement important autour de la partie événementielle, donc à la fois sur les instances et sur la formation en particulier, qui sont les deux jambes qui organisent beaucoup d'événements chez nous. Et puis, sur toute la partie bâtiment également, même si on ne peut pas être très originaux, hein, sur la dimension du bâtiment, mais ce sont des choses qui sont aussi, et puis qui, pour le coup, emmènent aussi l'ensemble des salariés. L'axe sur lequel on a le plus de difficultés, c'est la question de la capacité d'influence. Il nous avait semblé important de faire le lien entre ce travail et la mission même de la Confédération d'emmener l'ensemble des coopératives adhérentes sur cette transition écologique. Ce lien est moins naturel et plus compliqué, mais il y a un certain nombre d'actions qui se mettent en place au niveau du mouvement, soit dans les UR, au niveau de la Confédération également, voilà, et qui permettent de décliner tout ça. J'en ai terminé, Caroline, et je te rends la parole. C'est juste pour compléter sur la capacité d'influence. Il y a une action qui a été lancée pour favoriser la transition écologique des adhérents. C'est un fonds d'ingénierie qui peut prendre en charge des études donc de l'ingénierie pour une transition écologique pour les coopératives SCOP et SIC, et notamment qui peut prendre en charge une partie du coût d'un bilan carbone. Donc j'en profite pour le dire. Donc c'est très concret, ça s'est mis en place l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Mais du coup, je vois le lien, je comprends d'où ça découle, ce fonds. En tout cas, les coopératives, sachez que c'est un fonds qui peut aller jusqu'à 3 200 € hors taxe, qui peut prendre 80% du coût d'un bilan carbone, pour le coup. Et je crois, si je peux me permettre, je crois que ça marche aussi pour la suite. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait son bilan carbone, pour la mise en place d'une démarche, d'une stratégie bas carbone, notamment, je pense à la méthode ACT. On a eu l'occasion d'en parler avec la Fédération des scopes de l'industrie. Ah, ok. Alors, tant que c'est de la stratégie, a priori, ça cadre. Sinon, les coopératives peuvent se rapprocher de leur délégué suivi qui peut creuser le suivi. Oui. En fait, tant que c'est de la transition écologique ou de la stratégie par ailleurs, parce qu'en fait, le fonds d'ingénierie finance ces deux champs, ça cadre. Jean-François a aussi identifié le soutien de BPI. Enfin, il faut aussi aller chercher les financements qui sont en dehors du mouvement. Et c'est vrai que du coup, le fonds d'ingénierie peut venir compléter des parties aussi peut-être de la démarche qui, elles, ne sont pas couvertes par d'autres subventions. Je me permets un petit complément, il y a des critères d'éligibilité, donc ça reste une demande à aviser au cas par cas. Mais parmi les critères, il y a notamment être une coopérative qui a au moins 5 salariés et au moins 400 000 € de chiffre d'affaires. Après, ce n'est pas strict, ça peut être souple, mais c'est quand même des tendances d'indicateurs. Caroline, tu veux animer les questions? Peut-être qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole et poser des questions à l'oral, ça peut être plus... Ouais. Okay. N'hésitez pas. Questions ou expériences éventuellement à partager, puisque... Là, il y avait une question qui avait été posée. Au niveau de l'activité formation par Aminata, quel type d'action concrète avez-vous identifié, par exemple? Alors, je ne suis pas directement en charge de cela. Il y a une méthode dont le nom m'échappe, Lilith, je ne sais plus si tu l'as en tête. En fait, il y a une méthode qui permet d'organiser des événements de manière plus vertueuse d'un point de vue écologique. Donc, ce n'est pas que sur l'impact carbone, d'ailleurs, c'est aussi globalement. Donc, parmi les actions, de manière globale, ce référentiel dont le nom m'échappe, mais on le retrouvera en cours de moi. C'est l'autodiagnostic ADER. C'est ça, merci. L'autodiagnostic ADER.
Voilà, on a mis en place cette démarche d'une part pour l'ensemble de nos événements. Et donc, évidemment, ce diagnostic permet de mettre en place un certain nombre d'actions. Donc, tout ce qui va être autour alors du lieu aussi de l'événement, c'est-à-dire de faire attention aussi à avoir des lieux qui se permettent d'être en transport en commun et si possible en train de manière pour chacun des points de la France, ça c'est un point important. Il y a toute la partie goodies, papier, etc. Toute la partie, là, on va expérimenter le no badge sur la prochaine convention nationale avec des inscriptions en amont et voilà. Juste peut-être pour ajouter quelque chose, donc là j'ai mis le lien là, de l'autodiagnostic sur la question des formations et plus sur la question de l'événementiel. Alors on avait eu l'occasion d'adapter l'outil bilan carbone avec l'ADEME il y a quelques années parce que c'était pour la Coupe du Monde de rugby France 2007 et depuis donc ça a été décliné. Et on en reparle encore. Il y a un petit sujet événement sportif là qui va arriver à Paris bientôt. Bref, tout ça pour dire que évidemment, dès lors qu'on parle de formation ou d'événementiel, le sujet avant tout c'est le déplacement des personnes. Et donc c'est le choix du lieu, c'est la capacité. Alors évidemment, on peut faire des choses dans le cadre des formations. Alors pas des événements sportifs, mais dans le cadre des événements, des formations, on peut mettre en place du distanciel. Alors tout ne remplace pas le présentiel, mais il y a des calculs et des outils qui permettent d'évaluer l'impact carbone d'une visio versus un déplacement physique et ainsi de suite. Donc il y a pas mal d'éléments là-dessus. Bon, moi, ce que je retiens du travail qu'on a fait avec la CGScope, c'est que c'est finalement, vous êtes notre agence d'événementiel, hein, parce que votre bilan carbone est constitué à 70 aux 2/3 par les activités que vous portez en tant que mouvement. Mais au-delà de ça, évidemment, c'est avant tout, enfin en tout cas, moi, l'intérêt que j'y trouve, c'est votre capacité à influencer tout le mouvement. Et alors, c'est le sujet de notre groupe de travail là actuellement, mais c'est votre capacité à la fois votre devoir d'exemplarité, je dirais, et votre capacité à embarquer le reste des scopes, parce qu'on vous attend sur le social et vous êtes très bon là-dessus. Sur le volet environnemental, voilà, c'est super, il se passe des trucs. Donc, il y a une commission qui s'est mise en place, d'élus pour essayer d'avoir une vision à 360 sur l'ensemble des démarches. Et donc, il y a toute une démarche qui est faite transversale dans le mouvement, qui va du verdissement de nos outils financiers, c'est-à-dire comment par les outils financiers, on peut aussi favoriser ça. Donc, bon, le fonds d'ingénierie est une première étape, mais on travaille avec le Crédit Coop sur une garantie verte, par exemple, sur des prêts verts. Enfin bon, voilà. On essaie un peu d'aller dans tous les sens. Là, toutes les actions ne sont pas nécessairement reprises dans ce plan d'action. Je ne sais pas si, Caroline, tu as vu d'autres Oui, questions. il y a une question. Existe-t-il un autodiagnostic du bilan carbone pour les TPE de moins de 5 salariés? On va vous envoyer un lien. Alors, il n'y a pas d'autodiagnostic pour les TPE. En revanche, il y a des autodiagnostics personnels. Enfin, là, dans le cadre d'une TPE de 5 salariés, je pense que on peut presque le faire chacun dans notre coin. Et il y a des outils assez bien faits qui existent que je vais tout de suite mettre dans le lien. Merci. Et Monsieur Follet, vous souhaitiez intervenir? Oui, bonjour, merci. Merci pour la présentation. Donc, moi, je suis Sébastien Follet, je suis directeur là, de la Scope Terra, qui est un bureau d'études qui s'occupe des questions d'économie circulaire. Et il se trouve d'ailleurs aussi qu'on réalise aussi des bilans carbone. On est également référencé par la BPI là, pour ces diagnostics de carbone action comme les experts, et probablement d'autres scopes d'ailleurs. Et alors, j'ai une première remarque. Je voulais savoir si justement, que ce soit l'URSCOP ou les CGSCOP, il y avait un référencement de ces scopes qui proposent l'ensemble de ces prestations qui permettrait de favoriser pour l'ensemble du réseau
la capacité à faire appel plutôt à des scopes pour l'ensemble de ces prestations. C'est une première question. Deuxième question, c'est qu'au-delà du diag des carbone action, qui est financé par la BPI en bonne partie, il y a aussi d'autres diagnostics, type diag écoflux, etc., qui vont adresser la question de la gestion des déchets, la gestion de l'eau, les questions énergétiques, de façon peut-être plus concrète, qui peuvent venir alors soit en amont, soit en aval du diag d'un bilan carbone, mais qui peuvent être intéressantes. Pour lesquels on est nous également référencés, mais voilà, qui sont des outils avec des niveaux de financement intéressants par la BPI. Et dernier point, il y a un point qui m'a toujours un peu perturbé dans les bilans carbone et qui est intéressant, par exemple, sur la question de la mesure de l'impact sur les actions que vous avez présentées et le troisième niveau sur la partie influence. Si vous aviez des actions je dirais ambitieuses sur ces questions-là et que demain vous faisiez un bilan carbone prenant en compte l'ensemble de ces actions, le bilan carbone serait très certainement plus mauvais que celui d'aujourd'hui. Et donc, il y a cette question de comment on prend en compte aussi ces impacts évités qui ne sont pas tout à fait, me semble-t-il, abordés dans le scope 3. Je ne suis pas le spécialiste, moi, chez Terra de ces questions-là, mais qui peuvent être aussi intéressantes. Et peut-être qu'il faudra, pour la CGScope, aborder de façon un peu différente. Mais je sais que Jean-François... Ouais, merci Sébastien pour tes questions, et je te passe le bonjour. Et donc oui, ce serait une bonne idée de pouvoir à un moment identifier les prestascopes, parce que c'est fait par l'ADEME. Tu vois, l'ADEME aujourd'hui propose l'annuaire par exemple des personnes habilitées Pacte Industrie, et puis tu évoquais également les diag écoflux, enfin tous ces sujets, donc on est noyé dans la masse, mais ça pourrait être intéressant d'identifier les scopes parmi tout ça. Et alors, par rapport à ce que tu évoquais sur la capacité d'influence, effectivement, la question, alors je dirais que c'est la suite logique du bilan carbone. C'est OK, on a fait un bilan et l'objectif, c'est de réduire l'impact carbone de la CGScope ou de l'entreprise qui vient d'être considérée. Au-delà de ça, la question, c'est finalement quelles sont les capacités d'action, enfin, quelles sont, c'est ce qu'on appelle techniquement le pilier B, hein, c'est finalement à quoi vous servez. Et est-ce que vous avez un intérêt dans un monde bas carbone? Je m'explique, je prends l'exemple, on a travaillé il y a quelques années pour les Vélib à Paris. Alors, on fait le bilan carbone du Vélib, et donc, effectivement, on va mettre en place un système d'éco-conception du vélo pour faire en sorte que le vélo, il émette moins de carbone. Mais le sujet, il n'est pas vraiment là. Le sujet, il est dans la capacité du Vélib à remplacer des transports plus émetteurs de gaz à effet de serre et quelque part à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Vélib à Paris. Et donc, l'intérêt, ça va être d'augmenter le bilan carbone du Vélib, mais par ailleurs, il y aura des effets bénéfiques. Et c'est un peu la même façon pour la CGScope. Vous allez potentiellement, enfin, l'idéal serait de faire d'avoir de plus en plus de capacités d'influence, de faire de plus en plus de manifestations autour de la transition écologique. Ça va peut-être augmenter votre bilan carbone, mais potentiellement, vous allez avoir des effets positifs derrière. Donc ça c'est ce qu'on appelle le pilier B. Alors, c'est d'autres méthodes au-delà du bilan carbone qui permettent de se poser la question, finalement, mon activité en tant que telle, est-ce qu'elle est bénéfique pour le climat ou pas? Et on a Jean-François, on peut aborder aussi ce sujet-là parce que nous, en fait, on n'était initialement pas sur le bilan carbone, mais on travaille sur l'accompagnement des entreprises sur ces questions d'économie circulaire et parfois, mieux réemployer, mieux réparer, mieux recycler, etc., peut, dans un premier temps, générer un peu plus de carbone. Et donc, on s'est rendu compte de l'importance de pouvoir justement aborder ce pilier B par rapport à ces sujets. Voilà. L'exemple du Vélib est très parlant. Et Monsieur Follet, juste pour réagir par rapport au sujet du référencement, ce sera un sujet qui sera évoqué à la rencontre de septembre
En fait, il y a la CRES qui interviendra pour présenter un annuaire qui référence les acteurs de la transition écologique. Donc, l'idée, ce serait de ne pas faire de doublons et d'utiliser cet outil qui est déjà opérationnel et qui recense beaucoup d'acteurs de la transition écologique. Voilà, parce que la CRES fait un gros travail pour la transition écologique et l'idée, c'est qu'elle présente cet outil-là et que les coopératives soient référencées dessus pour qu'elles puissent proposer leur offre aux autres coopératives, mais aussi aux autres entreprises pour promouvoir aussi le modèle Scope et SIC à l'occasion. Et puis, on pourra voir si c'est suffisant ou s'il y a autre chose à faire. Et en tout cas, on en parlera en septembre. Il y a Véronique et Florian qui ont levé la main. On ne vous entend pas. Micro, Véronique. Oui, excusez-moi. J'ai eu une question dans le prolongement de… Est-ce que vous pouvez réexpliquer l'impact des actions qu'on fait pour améliorer, notamment quand on a par exemple de l'influence. Nous, je prends cet exemple parce que nous animons des ateliers d'automne qui encouragent les collaborateurs à connaître leur empreinte carbone et à faire évoluer cette empreinte carbone positivement. On pourrait dire qu'en animant et en ce genre de choses, on augmente notre bilan carbone. Et donc, comment c'est calculé finalement dans un bilan carbone l'impact des actions qu'on fait en faveur de la réduction justement de l'impact carbone des autres? Justement, ça sort du périmètre, en fait. Jean-François, avant que tu ne répondes, peut-être qu'on peut prendre le point de Florian, parce que je pense que l'heure va… Oui, il nous reste 4 minutes. Ouais. Florian, on t'entend, Florian. Parfait, merci. Je fais vite. En plus, c'est à peu près le même propos que dit à l'instant par Véronique. Nous, on est une scope qui fait du réemploi et de l'éco-conception, et du coup, nos impacts sont, entre autres, sont positifs car ils vont enlever du déchet, et du coup, ma question c'était, est-ce que ça s'est pris en compte dans le bilan? Mais du coup, j'ai compris, donc non, pas encore. Voilà, et une petite remarque, et aussi pour vous remercier de cette intervention et ces explications, une petite remarque aussi sur les difficultés qu'on rencontre, nous, SCOP déjà assez engagés dans la transition sur plein de champs différents, l'eau et l'énergie, etc., de trouver des soutiens financiers ou autres, puisqu'on est déjà presque trop avancé et ou trop petit, et du coup c'est pas simple. On a l'impression qu'il y a principalement des aides pour les entreprises qui lancent une transition, et du coup voilà, c'était juste une petite remarque comme ça. Merci. Merci. Juste pour compléter ce que je viens de dire, je viens d'ajouter un lien dans la discussion. Il y a un référence. On parlait tout à l'heure de pilier A, pilier B. Alors il y a aussi un pilier C. En gros, c'est le lien que je viens d'envoyer. Quand on fait un bilan carbone, on réduit. L'objectif, c'est de réduire ses émissions. Alors dans sa chaîne de valeur, chez soi, en amont et en aval. Et ça, c'est le travail qu'on a amorcé avec la CGSCOP. Après, il y a un autre sujet, c'est notre capacité à réduire, à retirer du CO2 de l'atmosphère, par exemple en finançant des projets de reforestation, c'est ce qu'on appelle le pilier C. Mais on ne va pas soustraire ça de notre bilan carbone. Hein, on ne peut pas faire des soustractions comme ça. Le gaz à effet de serre, il a été envoyé dans l'atmosphère, on ne peut plus le soustraire, entre guillemets. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le pilier B, c'est notre capacité à réduire les émissions des autres. Donc, j'anime un atelier d'automne, je suis dans l'économie circulaire, je travaille, je mets en place des systèmes de vélos en libre service. Donc, je suis en capacité de réduire les émissions des autres.
Donc ça, c'est quelque chose qui va être comptabilisé par ailleurs. Il y a aujourd'hui des systèmes qui permettent de comptabiliser ça, c'est ce qu'on appelle le pilier B, les émissions évitées, mais ça ne va pas être déduit de notre bilan carbone. Et c'est l'étape d'après, quelque part, du bilan carbone. Après, si je peux intervenir, oui. C'est aussi important de ne pas forcément rester sur le monocritère climat et de vouloir enfin carbone et vouloir à tout prix quantifier en termes de carbone. Ça sert à rien aussi de passer beaucoup d'énergie à aller chercher un facteur d'émission, à essayer de dire j'ai du temps de CO2, etc. Parfois, c'est aussi important de travailler un peu avec du bon sens. S'il y a beaucoup de gens formés aux enjeux climat, comme la fresque du climat par exemple, ou Atelier d'automne, qui est un super atelier d'ailleurs, je vous recommande. C'est aussi important de se baser sur des chiffres, sur l'impact que vous avez, mais on n'est pas obligé d'aller tirer le trait du climat, du carbone, etc. Et même pour la matière, pour tous les évitements, c'est aussi important de parler en termes de flux, en termes de matière évitée. Après, si on peut le convertir en carbone, on peut le faire plus simple quand ça parle de matière. Mais c'est important aussi de rester dans quelque chose de plus global, oui, le climat, le carbone, c'est important, mais c'est dans un écosystème de beaucoup plus d'impacts qui sont importants à garder en tête. Je vais devoir arrêter les échanges. L'heure est écoulée. Je vais couper l'enregistrement. Cette vidéo sera transmise à tous les participants. Mais si vous souhaitez échanger après la coupure de cet enregistrement, vous pouvez continuer. Donc, je vais juste couper le micro. Merci Caroline d'avoir fait la gardienne du temps.